Mettre l'enregistrement. Et bonne session à tout le monde. Super, merci Noam. Et bonjour à tous. Merci de votre temps aujourd'hui. Bon, je connais la plupart d'entre vous, donc je vois à peu près si vous gérez déjà des clusters Kubernetes ou si c'est plus de l'intérêt personnel, etc. La session aujourd'hui, c'était plus pour voir Palette, donc c'est le nom de la plateforme de management Kubernetes qu'on développe et qu'on commercialise chez SpectroCloud. Ça permet une gestion complète du cycle de vie, donc Day 0, Day 1 et Day 2, pour tous les clusters Kubernetes. Et je vais réinsister pas mal aussi pendant la démo sur la partie Day 0 aussi, parce que au final, déployer un cluster Kubernetes, c'est relativement assez simple maintenant. Il y a plein de solutions qui existent. Mais comment on peut faire en Day 0 pour modeler les clusters Kubernetes avant de les déployer et pour les maintenir dans un état consistant. Ça, on peut faire dans tous les environnements Kubernetes. Donc, public cloud, managed Kubernetes, sur de l'on-prem, sur du vSphere, sur du bare metal, sur de l'edge, etc. Donc, ça, c'est plus pour l'enregistrement, pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je m'appelle Romain Decker. Je commençais dans l'IT il y a une vingtaine d'années comme admin système couteau suisse. Comme j'aime le dire. Donc, en gros, c'est l'admin système qui s'occupe de tout, des firewalls, du stockage, de l'imprimante, des users, des comptes mail, etc. Puis après, j'ai eu plein de rôles différents, que ce soit en tant que client final, chez des intégrateurs ou chez des éditeurs. Donc, je passais 9 ans chez VMware. Et je voulais juste revenir là-dessus, puisque chez VMware, donc j'ai travaillé, participé au tout début de Kubernetes chez VMware, bien avant projet Pacific, projet Tanzu, enfin les offres Tanzu, etc. Donc certains d'entre vous se souviennent de PKS, et même ce qu'il y avait avant PKS. Donc c'était développé en partenariat avec Pivotal. J'avais d'ailleurs déjà fait des sessions sur Kubernetes pour le VMUG en 2018-2019. Et du coup, aujourd'hui, bah, c'est un jour un peu solennel, hein. C'est les 80 ans du débarquement des Alliés en Normandie. Mais c'est également le 10e anniversaire de Kubernetes. Donc c'est le 6 juin 2014 que Joe Beda, qui travaillait encore alors pour Google, qui avait fait le premier commit dans ce qui est devenu le repository public dans GitHub de Kubernetes. Alors c'est le premier commit, c'est pas la version 1.0 de Kubernetes. La version 1.0 de Kubernetes, elle est seulement arrivée un an plus tard, en juillet 2015. Au final, donc, on n'a que 9 ans de Kubernetes depuis la version 1.0. Au final, et puis on se rend compte que bah, de tout l'impact qu'a ce type de technologie, comme a pu l'avoir vSphere quand ça arrivé, en 9 ans, tout ce que ça a pu changer. SpectroCloud, nous, on édite un rapport qu'on demande à une, je sais plus comment on le dit en français, qu'on demande à une société indépendante de faire. Donc nous, on demande, on liste les questions, etc. Et puis cette société indépendante fait. Donc on a interrogé 400, un peu plus de 400 personnes qui utilisent Kubernetes en production de 400 sociétés différentes. Donc si vous voulez simplement voir le rapport, vous pouvez flasher le QR code là ou aller sur Bitly Spectro 2024. C'est assez intéressant à lire. Je vais juste réutiliser certains chiffres pour expliquer pourquoi et ce que Palette essaye de résoudre comme problème. Donc, presque les 2 tiers des personnes utilisent plus de 20 clusters Kubernetes en production, en sachant que les derniers pourcentages utilisent même bien plus, c'est des centaines ou des milliers de clusters Kubernetes en production. Et plus des 3 quarts disent que Kubernetes, ben, au final, ça a freiné l'adoption, la complexité de Kubernetes a freiné leur adoption. Pour moi, personnellement, un cluster Kubernetes, ça devrait être inconsommable. Donc, comme on a pu voir avec l'évolution de la virtualisation, que ce soit des premiers vMotion jusqu'à la naissance du cloud, etc., etc., les VM, les machines virtuelles sont devenues vraiment des consommables. Pour moi, un cluster Kubernetes, ça doit être inconsommable. Dans le rapport, il y avait quelques autres faits intéressants.
Donc, notamment, bon, plus de 20 clusters en production, mais ça, aussi, notamment le fait que tous ces clusters, ils utilisent bien plus que, la couche Kubernetes et l'operating system. On a toujours besoin des quatre éléments de base qui sont l'operating system, Kubernetes, le CNI et le CSI. Mais après, il y a toujours énormément de choses qui sont déployées en plus, que ce soit avec des Helm charts, avec des manifestes, etc. Et ça peut être du Nginx, du Prometheus, du Grafana, du Fluentd, tout ce qui sert, on va dire, à la sécurité, à l'accès au monitoring, à l'observabilité, à l'accès aux applications, etc. Ça, c'était plus pour laisser dans les slides, donc plein de clusters Kubernetes. Donc, on a quand même 6% qui utilisent plus de 100 clusters Kubernetes. Ça, c'est le nombre de software. Et ce qui est le dernier chiffre intéressant aussi, c'est que les gens, en général, dans tous ces clusters Kubernetes, ils les ont pas dans un environnement spécifique. Très souvent, c'est multi-environnement. Que ce soit sur des offres managées, donc EKS, GKE ou AKS chez les hyperscalers, ou sur du IaaS chez les mêmes hyperscalers, mais aussi dans du data center, sur du vSphere, sur du bare metal, etc. Donc, j'ai juste quelques slides, hein, et puis après, on peut passer à la démo. Vu l'audience, on peut être un peu plus interactif. Voilà. Donc, ça, c'est juste pour répéter ce que je viens de dire. Donc, là, on est passé d'un modèle monolithique à un modèle virtualisé, à un modèle cloud. Cloud qui est un business model, c'est pas une technologie en soi où on se focalise vraiment sur les applications. Mais tous ces clouds, ce sont des nouveaux silos en fait. C'est des nouveaux silos qu'on crée quand on développe un applicatif spécifique chez Azure. On va pas simplement pouvoir le déplacer chez AWS ou chez Google, par exemple. Et on a aussi toute cette containerisation et l'innovation pour le déploiement des applications qui devient très complexe. Et puis on a tous ces environnements à droite qu'on a besoin de supporter pour toutes ces nouvelles applicatifs. Et pour déployer Kubernetes, ben, il y a deux grosses familles ou deux grandes écoles. Il y a la partie do it yourself. Et moi, je faisais beaucoup de ça avant, même dans des projets perso. J'avais développé un truc qui s'appelait KIT, c'est Kubernetes in Terraform, où j'utilisais Terraform, plus Ansible, plus Kubespray pour déployer un certain nombre de VM, installer Kubernetes, préparer les VM, installer Kubernetes avec Kubespray, etc. Où là, il y a la partie vraiment opinionated, où on a ben, tout ce qui est manage Kubernetes, par exemple avec GKE, même avec les clusters autopilotes dans GKE, où ils s'occupent de tout. En fait, on va juste pousser des pods et on paye au pod, en fait. Il y a toutes les distributions. Bah, il y a la Kubernetes, bien sûr, la distribution, ce qu'on dit vanilla, mais il y a aussi RKI Government, donc RKE2, K3s, MicroK8, etc., etc. Il y a plein de distributions Kubernetes qui ont des use cases différents. Et puis, on a la partie Fragmented Tools and Skills. Donc ça, qu'on peut comparer un peu à des choses qui ont existé par le passé. Par exemple, ben, les gens qui ont dû transformer en fait leurs skills, par exemple avec l'arrivée du software defined networking avec NSX par exemple, où on avait avant des admins réseau qui faisaient du CLI à longueur de commande, qui avaient des consoles, des câbles consoles bleus Cisco et qui ont eu du mal à se transformer pour passer à un mode où on consomme le réseau software defined. Là, c'est la même chose avec Kubernetes. On a tout un ensemble de skills qui sont complètement différents et qu'il faut apprendre. Donc, on a des personnes qui changent, qui arrivent à absorber ces nouveaux skills, et puis d'autres où c'est un peu plus problématique. Et puis, pour toutes les solutions, on a toujours un lifecycle management qui est complètement inconsistant. Ça va être différent chez AWS, ça va être différent sur du vSphere, sur du bare metal. J'ai mentionné GKE avant. GKE, ils poussent automatiquement, ils upgrade automatiquement Kubernetes sans que vous soyez au courant. On peut définir certaines plages de maintenance, mais eux, ils vont le faire un peu quand ils veulent. Euh, et puis après, d'un autre côté, on a l'autre extrême où quand c'est sur du bare metal ou sur du vSphere, il faut le faire nous-mêmes. Puis voilà. Donc, on a besoin d'un nouvel environnement et c'est pour ça que SpectroCloud a créé Palette. Donc, Palette, c'est le nom de l'outil qu'on développe. C'est une plateforme de management Kubernetes qui permet de déployer ce qu'on dit at scale. Donc, en français, j'aime pas trop à l'échelle. Donc,
que vous ayez des dizaines, des centaines, des milliers de clusters Kubernetes, on peut les manager de manière centrale sur un seul environnement palette. Puis on a tout ce concept de Day Zero, donc, que je vais revenir dans la démo, ce sera un peu plus parlant. Donc c'est un peu comment on va faire pour faire des blueprints des clusters Kubernetes pour pouvoir maintenir une consistance de tous les clusters. Donc avoir vraiment une uniformité de comment on manage les clusters, même s'ils sont sur des environnements différents. Et puis, on a toute l'agilité, bien sûr, la partie sécurité et gouvernance qu'on supporte, hein, bien intégré dans le produit. On peut s'authentifier, c'est complètement multitenant, on peut l'héberger nous-mêmes, on peut l'héberger sur du mode SaaS, ça supporte tout ce qui est SAML ou IDC, on peut faire des scans de sécurité, etc., etc. J'ai ce slide qui est un peu un résumé des 4 prochains slides, donc je vais passer sur celui-là. J'ai juste 4 slides encore, et puis après, on va pouvoir passer à la démo. Donc là, on a les chiffres simplement 1, 2, 3, 4. J'ai juste 1, 2, 3, 4 slides. Donc l'architecture est complètement distribuée. Donc ça suit tout le précepte qui est dans Software Defined, où on a une séparation du management plane, du control plane et du data plane. Donc le management plane, c'est palettes, c'est l'outil de management, où on va définir la partie desired state, un peu comme dans Terraform. On le fait de manière graphique, ou on peut le faire de manière policy as code aussi, pour ceux qui veulent. On a la partie control plane, elle va tourner directement dans les clusters Kubernetes. Donc quand on déploie un cluster Kubernetes, on va installer un agent qui va gérer cette partie control plane. Donc ça veut dire que même si on déconnecte ou s'il y a des problèmes ou s'il y a des clients qui ont des clusters Kubernetes dans des environnements un peu complexes où ils n'ont pas toujours de réseau, ça peut se déconnecter, se reconnecter. Il n'y a pas d'impact en fait sur les clusters. On a tout ce qui est self-healing. Donc, nous, on utilise Cluster API pour tous les types de cloud qu'on supporte, à l'exception de la partie Edge, parce que Edge, c'est un use case un peu particulier, parce qu'il faut provisionner d'une manière physique des boîtes, il faut supporter des choses comme du full disk encryption, du trusted boot, etc. Donc, on n'utilise pas Cluster API, mais on utilise un truc propriétaire qu'on a développé nous pour la partie Edge. Mais pour tout le reste, on utilise Cluster API et on a d'ailleurs des gros contributeurs sur Cluster API. On a même développé certains providers Cluster API nous-mêmes. Puis, à un moment donné, je sais pas, il y a 2 ans ou 3 ans, on était les 5e ou 6e contributeurs à Cluster API au niveau open source. Full stack, ça c'est la partie Day Zero. En gros, ce qu'on appelle la pile Oreo, c'est comme plusieurs Oreo, des biscuits Oreo qui sont les uns sur les autres. On va pouvoir modeler, et on va voir ça dans la partie interface graphique, ce à quoi va ressembler un cluster Kubernetes. Mais c'est pas seulement un seul, c'est on va faire un profil qui va modeler ce à quoi doit ressembler un cluster Kubernetes, mais on va pouvoir l'associer à tout un groupe de clusters Kubernetes. Ça veut dire qu'on manage d'une manière centrale un groupe de clusters Kubernetes. Et on peut séparer, par exemple, la partie infra, donc c'est les couches bleues, donc c'est l'operating system, Kubernetes CNI, CSI, qui doivent être différents, par exemple, sur des clouds, en fonction du cloud. Mais la partie du dessus, on peut la faire commune à toutes les offres de cloud. Donc ça veut dire qu'on peut gérer, par exemple, du Nginx d'une manière centrale ou du Prometheus Grafana d'une manière centrale, que les clusters ils soient qui tournent sur de l'AKS, de la WS, du on-prem, etc. End-to-end Lifecycle Operation. On a un ensemble de fonctionnalités qui sont supportées. Je ne vais pas revenir sur toutes, mais on a tous les grands trucs. On a Role-Based Access Control, le quota, monitoring, login, etc. L'observabilité, la partie coût, self-healing, c'était déjà plusieurs fois dans les slides. Donc, c'est en gros, s'il y a un nœud qui a un problème, il y a une reconciliation loop donc qui va automatiquement détecter que le nœud a un problème et qui va déployer un nouveau nœud. Comme on utilise Cluster API et tout un concept d'immutabilité. Donc voilà, on va remplacer les nœuds en fait. On va pas les fixer, on va pas les corriger les problèmes directement sur les nœuds. Automatic self rotation, on fait automatic OS patching, etc. Un petit clin d'œil ici, on supporte aussi un truc qui s'appelle VMO, qui est basé sur KubeVirt, où on supporte
c'est-à-dire de faire tourner des machines virtuelles sur Kubernetes. Donc, c'est pour des clients qui n'ont pas forcément des gros besoins de virtualisation, qui ont besoin d'avoir des pods Kubernetes et des VM qui tournent à un même niveau pour des applications hybrides, etc. Et c'est optimisé pour tous les environnements. Donc, on supporte la partie data center, on supporte vSphere, pardon, vSphere, Nutanix, Bare Metal et OpenStack. Puis la partie cloud, on supporte tous les hyperscalers, que ce soit en managé ou en mode IaaS, et la partie Edge. Et puis après, on a encore quelques clouds un peu plus exotiques, on va dire, comme Tencent ou Cox Edge, etc. Voilà. Sur la partie Edge, on a beaucoup de clients qui ont que du Edge, que des clusters Kubernetes Edge. On a une grosse empreinte technologique là-dessus aussi, puisqu'on développe des concepts qui qui sont vraiment innovants. Par exemple, là, la dernière KubeCon, on a montré la partie Two Nodes HA. Donc, on peut faire un cluster Kubernetes en mode haute dispo, mais avec seulement 2 nœuds. En général, le cluster Kubernetes, c'est minimum 3 nœuds, puisqu'on a une etcd qui est la base de données, on va dire, entre guillemets, qui maintient la consistance de Kubernetes. Et cette etcd, en général, a besoin de 3 nœuds pour être en haute dispo. Nous, on arrive à le faire avec 2 nœuds, avec un certain nombre de technos qu'on a créés. Puis on supporte Trusted Boot, Zero Day Provisioning, etc., etc. Puis, ils peuvent déployer très facilement. Puis les use case Edge, moi, c'est pour tous les environnements. On a besoin d'avoir des tout petits clusters Kubernetes. Donc, ça peut être même sur des Intel NUC. On a des clients qui font tourner ça sur des Intel NUC avec un nœud parfois. Parfois, ce sont des dentistes qui ont ça. On a des chaînes de restauration très connues, des chaînes de pompe à essence, des oil rigs, c'est des plateformes pétrolières. L'armée aux États-Unis, l'US Air Force utilise ça pendant les déploiements aussi, quand ils ont des environnements clos, etc., etc. Et le dernier slide, c'est simplement pour vous montrer cette partie Day Zero, comment on peut modeler. On supporte out of the box un certain nombre. On a de mémoire, c'est 100 et quelques projets CNCF qui sont supportés out of the box. Donc, que nous, on maintient, qu'on valide, qu'on teste et qu'on sécurise à chaque release de palette. Donc, il y en a certains qui sont marqués verified. Verified, on appelle ça des packs. Et puis, ça permet de modeler, on va dire, toutes les layers pour avoir un profil qui est au final ce à quoi va devoir tendre cluster Kubernetes. On peut interagir avec Palette avec la partie interface utilisateur, l'interface web, en mode API, où on a des clients qui utilisent Terraform. On a un provider Terraform aussi qui fonctionne très bien. Et puis, on a aussi un provider Crossplane. Et puis voilà. Petit peu de démo maintenant. Des questions jusqu'à là, mais je pense que s'il y en a, la démo va être un peu plus parlante. Ouais, Romain, sur la partie OS, Oui, quelqu'un a commencé à parler et puis s'est ouais, remis en mute. c'est moi. Ouais, c'est moi, pardon. Ok, pas de Sur souci. la partie OS, déploiement des OS, là, vous supportez quoi? Alors, on supporte, la réponse de Normand, on supporte tout, ça dépend. Nous, de base, on fournit des images pour Ubuntu. En vérifier, on va dire. En vérifier, nous, on supporte des images pour Ubuntu, mais on a des clients, ils viennent avec leurs propres images. Donc, on a dans la documentation, attends, on appelle du Bring Your Own OS. Donc, dans la partie documentation, on documente comment quelqu'un peut créer une image avec Image Builder, qui est un projet Kubernetes, en fait, qui permet de créer une image. C'est essentiellement tous ceux qui veulent du Red Hat, du RHEL, en fait. Parce que Ouais, RHEL, t'as pas le droit de le distribuer en tant qu'autre éditeur software. Donc, c'est pas un moyen de contourner, mais on a des clients, notamment l'armée américaine, ils utilisent ça pour
pour créer leurs propres images. Mais nous, out of the box, ouais, on supporte Ubuntu, quoi. Ok. Donc, on crée les images Ubuntu. Je vais pouvoir montrer. On crée les images Ubuntu et elles sont juste dispo telles quelles out of the box. Ça répond à ta question? J'imagine. Donc ça, c'est Palette. Là, je l'ai en mode hosté, en mode SaaS. Donc sur console.spectrocloud.com. Donc ça, c'est notre multi-tenant SaaS. Donc moi, j'ai un tenant là-dedans. On a des clients qui sont en mode dedicated SaaS parce qu'ils ont des besoins de compliance, faut que ça tourne dans certains pays. On a des clients aussi qui on l'installe en mode on-prem, qui ont besoin d'avoir de l'air-gap. Donc air-gap, c'est tout. Les environnements, ils sont pas du tout connectés à un réseau externe. Ça, c'est notamment tout ce qui est public sector, tout ce qui est classifié, défense, les agences d'intelligence à 3 lettres aux États-Unis, etc. Donc on peut l'héberger sur du vSphere ou en mode nchart sur des clusters Kubernetes existants. Donc, l'authentification supporte SAML ou IDC, GitHub, Google, n'importe quoi, tous les grands types d'authentification, de double authentification qui existent. Et on arrive sur un dashboard. On a un concept de projet qui est, on va dire, une sous-couche de la partie multitenant. C'est pas vraiment multitenant un projet, mais ça permet de donner des droits, d'avoir des reports sur des coûts différents et d'avoir des équipes qui sont associées à des projets spécifiques, on va dire. Moi, je suis tenant admin ici, donc je peux voir, par exemple, ce que j'ai en coût sur mes clusters qui tournent, la consommation, etc. Donc là, actuellement, j'ai un certain nombre de clusters. J'en ai 5 qui tournent, un qui est en train d'être que j'ai délité ce matin sur GCP. J'en ai un sur AWS, donc ça veut dire que c'est en mode IaaS. Donc on utilise Cluster API pour déployer des instances EC2 et puis installer Kubernetes et tout ce qui va bien au-dessus. On supporte aussi EKS. Là, j'ai un cluster AKS. Là, j'ai du VMware. Au niveau du VMware, là, j'ai un cluster Edge. Je n'ai pas de bare metal ici, mais je peux en avoir. Et là, j'ai un GCP que je suis en train de déliter. Sur la partie vraiment qui fait vraiment la grosse différence, c'est cette partie cluster profile. Donc, cluster profile, c'est le blueprint qui va permettre de définir ce à quoi va ressembler un ou plusieurs clusters. Quand on a 3 types de blueprints, on a la partie infra, donc on va juste faire la partie infra, donc c'est Operating System, Kubernetes, CNI et CSI. On a des blueprints qui s'appellent des add-ons, donc ça c'est pour quand on veut installer n'importe quoi sur un cluster Kubernetes existant. Donc ça peut être de la Nginx, du Prometheus, Grafana, du FluentD, du HashiCorp Vault, de l'Istio, du Kong, enfin ici du Kyverno, cluster, un Kubernetes dashboard, etc. Et on a des clusters type full. Full, ça combine la partie infra plus add-on. Donc là, j'ai un cluster full pour Azure, par exemple. Moi, je clique dessus. Là, je vois toutes mes briques. Donc, ça commence toujours par le bas. Les 4 briques du bas qui sont toujours bleues, c'est toujours la partie OS, Ubuntu, CNI, CSI. Et toutes les parties qui sont au-dessus, c'est des add-ons. Donc, les couleurs, c'est en fonction du type. Donc, le violet, là, c'est sécurité. Et ça, c'est service mesh. Ça, c'est tout ce qui est observabilité. Donc, voilà. Et puis, pour chaque add-on, je peux aller directement dedans. Par exemple, Falco, c'est un pack que nous, on fournit. Donc là, par exemple, j'avais pris Falco. Donc, la dernière version, c'est la 2.0.18. Mais il y a dans la partie sécurité, j'ai d'autres trucs. J'ai OPA, Kubebench, Cert Manager, etc. Donc, Falco, je peux choisir la version. Donc là, la dernière version que j'ai à dispo, c'est la 2.0.18. Et je peux modifier si j'ai besoin de faire des changements dans la partie. Ça ressemble à un edge chart. Donc, dans la partie manifeste, je peux faire directement mes changements ici et ce sera valide pour tous les clusters qui seront déployés avec ce profil. Donc, pour vous montrer simplement, je peux créer un profil EKS. Non, pas EKS, ça ne va pas être intéressant. Un profil VMware, par exemple. Je vais dire un profil type full.
Et c'est ici que ça va répondre bientôt à ta question. Donc là, c'est ce tenant-là, il a ces clouds qui sont supportés out of the box. Donc là, je vais créer sur VMware. Donc ça veut dire que Palette, quand je déploierai un cluster, il va utiliser CAPV, donc c'est Cluster API pour vSphere, pour créer les VM, provisionner les VM automatiquement, déployer l'OS, déployer Kubernetes et tout ce qui va au-dessus. Donc là, on supporte aussi CentOS, mais on va le déprecater bientôt parce que c'est dû au changement que Red Hat a fait avec la partie CentOS, où on n'a plus vraiment de version. On a juste les derniers channels qui sont tout le temps maintenus à jour. Donc on se focalise beaucoup sur Ubuntu. Et on a partie Bring Your Own OS, où j'ai montré, on peut créer une image avec Image Builder et ça va utiliser. Donc, si on choisit Ubuntu, je peux choisir la version d'Ubuntu. Donc là, on va prendre la 22. Il y a la 24 qui va être dispo bientôt sur notre plateforme. Elle est déjà dispo de manière publique depuis un mois, mais on n'a personne qui nous l'a demandé encore, donc on l'a pas mis. Ici, vous pouvez faire du pre-cube ADM command pour installer des certificats, pour faire du cloud init, injecter quoi que ce soit, etc. Et puis, on passe à la couche suivante. La couche suivante, ça va être la distribution Kubernetes. Donc, sur vSphere, par exemple, on supporte Convoy, qui était de D2IQ, qui n'existe plus maintenant. Palette Extended Kubernetes, c'est juste notre nom à nous pour du Kubernetes Vanilla, mais qu'on a un peu tuné, en fait. Et RKE2 de Rancher. Donc, on va prendre du Vanilla Kubernetes. Là, il y a un README, mais on peut configurer directement les valeurs de Kubernetes. On peut changer les pod siders, les service cluster IP range, etc. N'importe quoi de ce qu'on peut configurer dans un cluster Kubernetes pour n'importe quel type de déploiement. On peut choisir la version aussi. Donc là, on a les anciennes versions qui sont deprecated. Ça veut dire que je ne pourrais plus créer de clusters avec. Elles existent encore pour la rétrocompatibilité des clusters qui sont déjà déployés. Mais à un moment donné, elles vont sortir. Donc, on supporte 1.27, 1.28, 1.29, bientôt 1.30, 1.31, etc. Donc, nous, on fournit ces images-là. Donc, on peut choisir un 1.29 et on continue à la layer qui est suivante. Donc, la partie CNI, beaucoup de clusters utilisent du Calico, mais Cilium est en train de gagner beaucoup de terrain pour le moment. Donc, je vais prendre du Cilium. Pareil, on va pouvoir configurer toute la partie, par exemple sur Cilium, ce qui est intéressant, c'est la partie Hubble. Donc c'est l'interface web de Hubble. Donc on va pouvoir faire, là Hubble il est bien enabled, donc ça c'est bon. Je peux passer au CSI. Moi, sur vSphere, ce qui a de l'intérêt, c'est de prendre de vSphere CSI. On peut aussi utiliser du Portworx, par exemple. Mais là, l'intérêt, c'est du vSphere CSI. Et pareil, on configure. Voilà, j'ai ma stack de base. Et comme j'ai sélectionné un profil full, je peux rajouter un pack. Donc, on a tout ça out of the box. Un certain nombre de choses qui sont out of the box. Les gens, nous, on appelle ça un registry. Mais les gens peuvent rajouter vous avez vu qu'on peut avoir ici, par exemple, un add Helm chart. Les gens peuvent rajouter leur Helm chart et ça va de manière à ce que ça soit géré de manière centrale sur ce blueprint, sur ce cluster profile. Donc là, je peux rajouter, par exemple, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin du Kubernetes dashboard. Donc, je vais pouvoir rajouter le Kubernetes dashboard. Voilà, je vais rajouter ça. Puis, je vais avoir besoin d'un ingress. Donc, je vais prendre Nginx. Là, je pourrais le configurer directement. Pour le besoin de la démo, je ne vais pas le faire, mais je peux configurer mon ingress directement ici. J'ai besoin de Prometheus. Ça installe Grafana aussi avec. Là, il va me demander un mot de passe. J'ai besoin de noter le mot de passe ici. Mot de passe pour Grafana. De quoi d'autre on pourrait avoir besoin? On peut faire du LB maintenant avec Cilium depuis la version 15, mais j'aurais peut-être besoin de Metal LB aussi pour faire voilà, je peux mettre ici mes adresses qui sont
supporter, voilà. Donc voilà, les clusters que je vais créer sur vSphere avec ce profil vont ressembler à ça. Et que j'en crée un ou que j'en crée 10, quand je changerai ce profil, si je change quelque chose à ce profil, ce sera appliqué à tous les clusters qui sont déployés. Donc maintenant que j'ai créé le profil, je peux créer un cluster sur vSphere, donc je peux rajouter un nouveau cluster. Donc là, je choisis VMware. Donc je dis vmug. Ça, c'était simplement mes credentials pour me connecter à vSphere. Donc j'ai 2 labs. Je vais utiliser celui-là. Là, je rajoute en fait un cluster soit full, soit infra plus add-on. En général, c'est plutôt recommandé de faire infra plus add-on, parce qu'on peut avoir la partie infra qui est différente en fonction du cloud sur lequel on va déployer le cluster Kubernetes, et la partie add-on qui va être commune à tous les clusters Kubernetes. Donc là, je vous ai montré un full, donc je prends le full. Donc là, je revois, on va dire, le détail de mon profil. Je peux faire des overrides qui sont spécifiques à ce cluster. Par exemple, pour MetalLB, je vais pouvoir dire ici, ce cluster, non, ça va pas être 184, ça va être 185 à 185. Alors, il y aura juste cette partie-là qui va être spécifique à ce cluster, et tout le reste va être commune à tous les clusters. Je peux continuer. Après, je choisis simplement mon data center dans vSphere, le folder dans lequel je veux déployer. Ça, c'est les templates, donc la partie Ubuntu, l'image Ubuntu va être automatiquement téléchargée en mode OVA dans ce folder-là. Ça, je supporte en DHCP, je rajoute ma SSH key, ici, mon NTP. Oups. Voilà, et puis là, je définis mes pools. Donc, je veux trois master pools, puis à quoi ils doivent ressembler. Donc, je vais mettre 616, un disque de 100. Et puis, je choisis simplement mon cluster Kubernetes, mon cluster vSphere. Le réseau, ça doit être 50. Pardon, le 10 pour celui-là. Et puis mon worker pool. Donc là, dans celui-là, je veux 5.2. Je peux copier la config du master pool. Et puis je peux rajouter worker pool 2. Puis je rajoute un worker pool 2 qui va avoir des besoins spécifiques, qui va être différent. Je peux le copier aussi du master pool. Et voilà. Et puis à la fin, j'ai un certain nombre de paramétrages communs. Je peux dire, celui-là, il est à Paris. Ça permet dans le dashboard d'avoir la localisation exacte de chaque cluster pour des reporting. Je peux configurer le airbag directement ici et faire des schedules de backup. Ça utilise Velero, donc qui est un produit open source qui avait été créé par Eptio puis maintenu par VMware. Des scans avec KubeBench, KubeHunter et Sonobuoy. Et puis voilà, je peux aussi décider que que l'OS soit patché à chaque boot ou qu'elle soit schedulée, que le patching soit schedulé. Donc là, en fait, dans la partie validate, il va vérifier que tout ce que j'ai configuré, tout ce que j'ai préparé dans mon profil, dans la config de mon cluster, etc., est valide. Puis je peux dire finish configuration. Là, ce qui va se passer, c'est qu'il va en fait déployer un nouveau cluster sur mon infra vSphere. J'en ai d'autres en attendant que ça se provisionne. Je peux en montrer un autre. Par exemple, j'en ai provisionné un hier soir avec un stack qui était très simple. Et ici, admettons que j'ai un stack qui est très simple, je peux dire, je peux aller dans la partie profil et me dire, tiens, je vais rajouter, ce que je pourrais rajouter? Tiens, un Nginx. Hein. Donc ça va rajouter un Nginx à mon cluster qui est existant. Donc si je fais save, il va simplement pousser Nginx sur le cluster qui est existant. Et il va l'installer. Est-ce que je peux montrer d'autres? La partie AKS. Donc là, j'ai un cluster qui tourne sur AKS aussi de manière très simple. Voilà. Donc ça, ce sont des clusters, maintenant, ils ont été déployés et ils tournent. Donc la partie Day 0, c'est la partie où j'ai créé mon profil. Donc on modèle vraiment ce à quoi va ressembler les clusters. Là, je l'ai fait de manière très simple, mais nos clients, ils font vraiment du tuning dans les manifestes, dans la partie manifeste pour chaque layer, donc pour chaque pack.
Et par exemple, si je vais voir un cluster existant, allez, celui-là, un cluster, voilà. Donc j'ai du Cilium, là je vois que je suis que en version 1.14 de Cilium, mais en Kubernetes 1.28. Donc ce cluster en day 2, je veux maintenir à jour mon Kubernetes, je veux maintenir à jour parce qu'il y a peut-être des CVE ou il y a des nouvelles fonctionnalités sur Cilium, notamment la partie load balancer sur Cilium en 1.15. Donc je retourne, le profil ici s'appelle PF Infra vSphere Prod 1. Donc je retourne simplement et je vais éditer mon profil. Donc ça, c'est le profil qu'on a vu. Donc je touche pas à mon cluster en fait, je touche uniquement au profil. Donc ici, je veux upgrader de version de Kubernetes. C'est aussi simple que de sélectionner la partie, la version ici. On a un diff editor si jamais vous avez fait des changements, le client fait des changements sur la config. On peut voir exactement s'il y a des choses qu'on veut garder ou pas garder. Ici, en l'occurrence, les changements, ce sont que des choses qui sont reliées aux versions que TCD, là, la partie version, ok. Donc on peut confirmer que les changements sont bons. On confirme les updates. Et puis la partie Cilium aussi, je voulais upgrader la partie Cilium. Donc je vais pouvoir la passer en 1.15. Pareil, est-ce que j'ai des choses qui ont changé? Je peux checker vite fait, mais c'est essentiellement des nouvelles images de Cilium. Donc je confirme les changements. Voilà. Et je sauve mon profil. Donc ça, sauver le profil, la plateforme va détecter, donc Palette va détecter que les clusters qui sont associés à ce profil-là ont un update qui est disponible. Pardon. Donc je peux aller voir. Alors ici, donc je sais que c'est ce cluster-là, donc je sais que j'ai un update ici qui est disponible. Donc je vois que les deux layers qui ont changé, c'est la partie Kubernetes. Je peux encore revoir une dernière fois les changements. Et la partie Cilium, je peux encore revoir une dernière fois. Et du coup, je confirme les updates. Donc, ce qui va se passer ici, comme j'upgrade la version de Kubernetes, il y a un certain nombre de changements, comme notamment tous ceux qui touchent à l'operating system ou à la partie Kubernetes, qui vont nécessiter un repave. Pour ceux qui connaissent pas, un repave en Kubernetes, c'est quand on doit changer un nœud. Donc, plutôt que de le modifier directement dans le nœud, on a toute cette notion d'immutabilité. Donc, on va créer un nouveau nœud et on va simplement déplacer les pods, donc stopper les pods sur un nœud et puis les restarter sur un nouveau nœud. On change le nœud, en fait, on remplace complètement le nœud. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle un repave. Donc là, en gros, il va déployer des nouveaux nœuds. Je ne sais pas si on aura l'occasion de voir, mais à un moment donné, à la partie master, il y aura un deuxième nœud qui sera là. Puis le master va changer et puis les workers vont changer aussi. Voilà, quoi d'autre? La console, la palette, c'est accessible uniquement en SaaS ou tu peux faire un déploiement Allô? propre? Ouais, tu m'entends? Bah, ouais, je t'entends. Alors la partie ici, non, on a des clients qui la font tourner chez eux. Donc on a, Palette. ouais, la partie palette. Donc on a un truc qui s'appelle self-hosted. Donc où il y a deux modes. Ça c'est tous les modes de déploiement. En partie self-hosted, soit on a des clients qui ont du vSphere et il y a une CLI qui va déployer sur VMware. Donc il y a une CLI en fait. Euh, ce qu'elle est dans NearGap, qui explique, voilà, c'est une CLI, là il y a une petite démo. On dit juste palette c'est Enterprise Cluster Install. Et il va juste te demander un certain nombre de choses. Le repository d'où il doit chercher les images. Euh, il va te demander les credentials à vSphere et puis il va générer des VM où il va installer palette. Puis on a des clients aussi qui le veulent en mode, qui ont des clusters Kubernetes existants. Souvent, c'est des choses qui sont du managed Kubernetes, donc de l'EKS ou de l'AKS, dans des environnements. Les clients qui font ça, c'est essentiellement tout ce qui est public sector. Et donc, ils ont des environnements EKS dans la partie
AWS GovCloud ou AKS dans la partie Azure Government. Et on va pouvoir installer Palette aussi avec un Helm chart. Donc on a ici où tu as un Helm configuration, un Helm chart. Ok. Voilà. Que dire de plus? Je ne vais pas revenir sur il y en a plusieurs fonctionnalités. Là, par exemple, je peux passer dans mon projet production. Dans mon projet de production, je vois que les clusters qui sont assignés à mon projet. Donc, ça peut être intéressant si on a des équipes différentes qui ont des besoins différents de reporting, de permission, etc., etc. Donc, ce qu'ils vont créer dans le projet, y compris les profils, vont être spécifiques au projet. Il y a d'autres notions aussi qui sont intéressantes, la partie workspace, par exemple. La partie workspace, c'est on va avoir ça va nous permettre d'avoir un ensemble de namespace qui sont consistants à travers une flotte de clusters Kubernetes. Si on a besoin de pousser un namespace avec une certaine config, et des quotas, des limites, des parties back, etc., à travers un ensemble. Donc là, par exemple, j'ai fait une démo, mais j'ai mis que un seul cluster dedans, parce que bon, c'est un environnement de démo, mais on a des clients, ils ont plein de clusters. Et du coup, dans tous ces clusters qui sont assignés au workspace, on va créer un namespace qui s'appelle nscreated WS Demo 1. On va pouvoir mettre des quotas de CPU, de memory, etc. Faire du role binding, faire du backup qui est spécifique à ça. Et on va pouvoir faire aussi un peu de Kyverno avec la partie image restriction, etc. On a aussi une autre partie qui s'appelle le virtual cluster. C'est notre implémentation d'un projet open source qui s'appelle vCluster. vCluster, un virtual cluster, ça permet de créer c'est comme du nested de SXI en fait. C'est un cluster nesté Kubernetes dans un vrai cluster Kubernetes. Donc on peut créer pour ceux où l'isolation namespace, elle n'est pas suffisante, ou pour ceux qui ont besoin de tester rapidement des changements sur un cluster Kubernetes, mais sans devoir en déployer un, on peut utiliser du virtual cluster. Donc, on a ça, c'est considéré comme un vrai cluster Kubernetes. On peut télécharger le kubeconfig file et puis se connecter à ça comme si c'était un vrai cluster Kubernetes, alors que c'en est juste un qui est nested. Pour la partie public sector, on a aussi un environnement, on a exactement le même produit qui s'appelle pas Palette, mais qui s'appelle Vertex. C'est à 99% les mêmes fonctionnalités. La seule vraie différence, c'est que c'est complètement FIPS compliant. Donc pour tous les environnements qui sont sensibles, bon, ça ne concerne pas trop en Europe, mais tous les environnements qui sont sensibles, on a une plateforme management de Kubernetes qui est complètement FIPS compliant. Pour ceux qui voudraient voir aussi, on a une partie management de machines virtuelles qui vient pas concurrencer vSphere, qui est basée sur KubeVirt. Mais KubeVirt tout seul, c'est un peu compliqué à installer. Donc ça, par exemple, c'est un cluster Kubernetes qui est sur du bare metal. Donc, on utilise Canonical Mass. Euh, on a un certain nombre de nodes. Là, j'ai un node dans le master pool, j'ai 5 nodes dans le worker pool, qui sont des nodes qui sont assez gros. Je n'ai pas le détail ici, mais ils ont 128 corps, 512 GB de RAM, etc. Et on a installé un truc. Donc, on a un pack qui s'appelle le VMO, c'est Virtual Machine Orchestrator, qui va automatiquement déployer KubeVirt, qui va avoir une interface graphique ici, mais qu'on peut aussi manager en mode CLI ou en mode Terraform. Cluster de démo, donc c'est un peu plus lent que la prod. Voilà. Donc j'ai dans mon namespace product, donc j'ai un certain nombre de machines virtuelles qui sont là. J'en ai une webinar VM.
on supporte on va dire les grandes fonctionnalités de la virtualisation. Donc tout ce qui est vMotion, DRS, Snapshot, Clone, Backup Restore, la console, la partie Terraform, etc., etc. Ça, c'est pour la partie VM Management. Mais là où on se focalise vraiment, nous, c'est pour la partie management de cluster Kubernetes. Il y a d'autres questions? Moi, c'est plus une question sur le. Alors, je suis un peu au niveau zéro sur Cube, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des grosses problématiques côté éditeur où on sent que c'est pas encore très très mature. Et chaque éditeur vient un peu avec sa BOM, quoi, et qui peut être différent en fonction des solutions logicielles qui sont déployées. Et du coup, là, c'est que ça. Comme ça, quand je vois, ça a l'air de répondre aux besoins en disant bon, on peut déployer un cube limite dédié par application, même c'est pas forcément à la base ce qu'il faudrait faire, mais où on se retrouve avec des éditeurs qui nous demandent ben, nous, on veut, comme sur OVH, sur Redis, du Prometheus, du machin. Alors, il y en a d'autres qui nous demandent carrément de l'OpenShift directement. Ou d'autres solutions, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué côté éditeur, c'est pas encore très. Enfin, en tout cas, nous, alors moi, on est côté santé, donc côté santé, on a toujours 10 ans de retard par rapport, par rapport au reste du monde. Mais c'est vrai que c'est assez compliqué à gérer. Et là, je me dis qu'en fait, il faut limite déployer un cluster cube par application, quoi, pour qu'on réussisse à orchestrer tout ça, quoi. Je sais pas après ton ressenti, toi, côté Romain, côté américain, j'imagine que c'est complètement différent. Mais c'est vrai qu'ici, en France, je pense qu'on a un peu de retard et un peu compliqué à gérer, quoi. Je sais pas si c'est vraiment différent, c'est peut-être juste une histoire de perception. C'est même aux États-Unis, hein, on a des très gros clients ou des très gros prospects, ils ont déjà des clusters Kubernetes existants, mais ils savent plus comment ils les ont déployés. J'en discutais avec Timo hier, il y en a, et j'en discutais avec un la semaine dernière, ils ont 9 nœuds etcd par cluster, mais ils savent plus pourquoi en fait. Donc là, le niveau de maturité, en fait, c'est pas géographique, c'est pas culturel, ça dépend vraiment des personnes, on va dire, qui sont là ou des problématiques de compliance, etc. Là, ce que tu disais, là, déployer un cluster Kubernetes par applicatif, à mon avis, c'est pas la bonne approche. C'est plutôt avoir des clusters Kubernetes qui répondent à des besoins particuliers en termes de gouvernance, de backup, de dispo, de localisation géographique, si c'est sur des data centers d'hyperscaler, si c'est sur du bare metal, parce qu'on a besoin de GPU pour faire de l'intelligence artificielle comme c'est à la mode, par exemple, ce qu'on peut faire aussi avec notre solution. Il y a toute une partie avec Kubernetes aussi qui est transformation de l'organisation et transformation des habitudes, en fait. C'est la même chose qu'on avait on va dire, il y a 20 ans, où je travaille dans des sociétés où, ben, tiens, on a une nouvelle application à installer, ben, on achète un nouveau serveur. On a une nouvelle, Ouais, on a une nouvelle application installée, bah, tiens, on achète un nouveau stockage. Puis, c'est le même changement qu'il faut faire maintenant, mais avec la partie cloud native, hein. Nous, ce qu'on ça, essaye je suis vraiment d'accord avec toi. ouais, nous, ce qu'on essaye avec Palette de faire, c'est vraiment de rester agnostique, en fait. Complètement agnostique à tous ces, euh, tous ces types de cloud, hein. Donc là, j'ai pas Nutanix, mais sur ce tenant-là, mais on a Nutanix aussi dans la partie data center. Puis on peut supporter n'importe quel éditeur qui supporte Cluster API au final. Donc dans ce tenant-là, j'ai cela, mais on a des tenants, on a d'autres types de clusters, d'autres éditeurs, etc. Nous, on reste vraiment, c'est un peu, on essaye. Parfois, je dis qu'on essaie de rendre Kubernetes ennuyeux, en fait. On essaie de rendre Kubernetes ennuyeux parce que l'essence même de ce sur quoi les gens doivent se concentrer, c'est pas Kubernetes, c'est ce qui va tourner comme applicatif par-dessus Kubernetes. Ce qui est important, c'est vraiment les applicatifs qui vont tourner. C'est pas Kubernetes en tant que tel, hein. Donc, c'est important de pas dédier trop d'efforts
trop de personnes qui vont manager un ensemble de clusters de Kubernetes qui vont être disparates, qui vont être déployés de manière différente, on va devoir gérer le life cycle de manière différente, parce que ce sont des consoles différentes, que ce soit sur AWS, ou c'est sur du vSphere, ou c'est sur du bare metal, etc. Nous, on va être vraiment comme la Suisse du Kubernetes, quoi. Non, mais c'est une bonne approche comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'ai une petite question, ouais, ce serait pour revenir sur la partie justement KubeVirt. Donc, on voit quand même qu'il y a pas mal de fonctionnalités qui sont similaires à ce que fournit actuellement VMware. Mhm. Est-ce que le périmètre que peut couvrir en fait Palette au niveau du nombre de VM, est-ce qu'on peut considérer ça comme une alternative? Est-ce que c'est juste vraiment pour des petits projets? Est-ce qu'on peut migrer un environnement qui n'est pas trop gourmand et pas trop complètement sur Palette? Alors, il y a question un peu politique, ça. Alors, c'est pas en compétition directe avec vSphere. Mais déjà, ça dépend aussi de la partie écosystème VMware que les gens ils avaient. S'ils avaient que du vSphere et à quel niveau ils utilisaient vSphere. On a des clients qui utilisent la partie VMO là sur plusieurs milliers, plusieurs dizaines de milliers de machines virtuelles. Puis on a des clients qui l'utilisent où ils ont des clusters Edge, par exemple, dans des chaînes de restauration, où ils ont besoin d'avoir une ou deux VM toujours dans chaque restaurant, en plus de la partie Kubernetes. Donc là où la solution est aussi bonne pour eux, puisqu'ils ne sont pas obligés d'avoir un cluster Kubernetes et une partie virtualisation. Ils peuvent avoir les deux en un. Bon. C'est presque au cas par cas en fait, mais c'est assez mature déjà. Et nous, ce qu'on fait, c'est on n'installe pas seulement KubeVirt en fait, parce que KubeVirt tout seul, enfin, même si tu essayes de l'installer tout seul, KubeVirt tout seul te propose seulement de faire tourner une machine virtuelle sur du Kubernetes. Mais ça gère pas les snapshots, ça gère pas les clones, ça gère pas la partie DRS, la partie vMotion, t'as pas de monitoring, ça gère pas un ensemble de choses. Donc nous, dans VMO, on a packagé, on va dire, beaucoup de composants qui sont intégrés directement entre eux. Donc on a des clients, ils testent VMO, ils l'installent d'eux-mêmes sans aide externe et ils peuvent créer des VM en moins d'une demi-heure en fait. Après, Alors que quand tu dis pas de concurrence, au final, je vois pour la partie VSphere, en tout cas, ça peut reprendre la brique. Pour la partie, je sais que l'avantage qu'on a maintenant avec Cube aussi, c'est toute la partie BPF. Est-ce que c'est des choses qui sont héritées aussi? Oui, on a des clients qui font du SIGAM avec de l'EBPF Et, pour du truc pour du truc à haute performance. On a des clients aussi qui font du DPDK, du SRIOV, etc. Donc, ok. Intéressant. Merci. d'autres questions? J'en ai une un petit peu technique. J'ai vu tout à l'heure quand tu as montré la possibilité de déployer dans différents types d'environnements qu'il y avait sur du Kubernetes managé ou directement sur le public cloud. Mhm. Pour, Oui. avec du coup, de ce que je comprends de Palette, quel intérêt aurait un client de déployer votre solution sur du Kubernetes déjà managé pour l'intégrer dans le gestionnaire global, mais à part ça, pourquoi ne pas tout simplement le déployer nativement et laisser toute la gestion à Palette, du coup? Bon, je n'ai pas tout à fait suivi. Alors, ma question est, je vois qu'on peut déployer sur du EKS, du AKS et aussi nativement sur les clouds publics. Oui. Donc, pourquoi est-ce qu'un client déploierait un cluster déployé par palette sur du EKS en payant potentiellement un petit peu plus cher qu'en le déployant, en laissant palette tout faire, si je puis dire? On a des clients, ils ont tout simplement
comment on dit en français, des mandates, Des besoins, des prérequis. ouais, voilà, qui sont comme des ELA vSphere, mais qui ont été signés avant. Par exemple, si tu prends la défense aux États-Unis, ils ont signé un contrat de plusieurs milliards avec Microsoft, comme quoi, s'ils ont du public cloud, c'est sur de l'Azure. Et si c'est du Kubernetes, c'est sur de l'AKS. Donc, on a des clients, ils n'ont pas le choix, en fait. C'est dans leur truc de compliance. Il faut que ce soit sur de l'AKS. Mais après, comment est-ce qu'ils doivent le manager? Ça, ils sont libres. Mais il faut que ça tourne, par exemple, dans des environnements spécifiques, AKS Government, oui, dans des data centers spécifiques qui sont pour ça. Ou de Donc, la ça serait plus partie. pour une question de gouvernance qu'une question technique. Ah oui, C'était complètement. ça ma question, en fait. Ouais, ouais, C'est c'est quel plus pour des. besoin driverait la différence? Ouais. Il y a des coûts aussi parfois, des questions de coûts, parce que c'est pas le même coût entre un cluster AKS et un cluster Azure sur du IaaS. Tu es aussi plus libre dans la partie. Il y a des choses qui sont vraiment. C'est anecdotique, mais où il y a des clients où ils vont faire attention, quoi. D'accord, ok. Donc, c'est plus une question de coût ou de compliance plutôt C'est que ça. purement techniquement. C'est ça, ouais. Ok. Oui, j'ai oublié de parler d'un truc. On peut aussi importer des clusters. Donc, importer des clusters. Donc qui existent sur Amazon ou Azure, VMware ou générique. On peut les importer en read-only ou en full permission. Alors en read-only, c'est juste pour avoir la visibilité. Donc c'est du l'event logging, cost et usage analysis. Et full permissions, c'est un peu de day to operation, mais ça va pas faire du life cycle en fait. Ça va pas faire du self-healing, du life cycle, etc. C'est plus aussi pour une notion de visibilité. Euh, Partie lifecycle, par exemple, ce que je pourrais montrer, c'est que pour un cluster existant, par exemple celui-là, donc d'ailleurs, ça c'est le cluster donc, que j'ai montré avant. Là, on voit qu'il a upgradé à Cilium 1.15.5 déjà et à Kubernetes 1.29.0. Mais par exemple, ici, on pourrait rajouter très facilement un nouveau worker pool. Donc ici, je peux dire, ben voilà, j'ai ce besoin d'un nouveau worker pool. Je peux rajouter 3 hosts, etc. Et il va me provisionner 3 nouvelles VM et automatiquement l'ajouter au cluster Kubernetes. Ou alors, je peux modifier ce worker pool, ou je peux diminuer le nombre de nœuds ou augmenter le nombre de nœuds. Je peux dire 4 nœuds. Il me donne le coût estimé. Donc ça, pour les public clouds, ça se base sur les API des clouds publics. Pour la partie vSphere, on a des coûts qui sont fixés dans les settings de palette. Donc là, par exemple, je veux upscale ce cluster, donc je fais OK. Et en fait, il va me provisionner un nouveau node automatiquement. Donc ça dure quelques minutes. Je vais avoir du coup 4 nœuds dans ce cluster. Donc c'est vraiment, moi j'ai fait pas mal de Kubernetes quand même avant, quand j'étais chez VMware et même en perso, etc. J'utilisais plein de techniques et de technologies différentes, etc. Et quand j'avais testé moi la toute première fois Palette, j'avais été assez bluffé quand même par tout ce que ça permet de faire et tout ce dont ça permet de s'affranchir en fait pour la partie Kubernetes. On n'a plus besoin de bidouiller des trucs qui sont différents par environnement où on veut déployer. Voilà, donc j'avais juste un dernier slide. C'est juste un slide de récap. Donc c'est vraiment, nous on se focalise sur la partie day 0, day 1, day 2. Moi je trouve la partie vraiment intéressante du déploiement. Tout le monde peut faire du déploiement de Kubernetes. Demain vous prenez un Kubespray, vous prenez même d'autres projets qui existent pour déployer du Kubernetes, c'est assez facile, ou même vous pouvez le faire de manière locale sur AWS, de manière locale sur un autre hyperscaler. Mais la partie qui est intéressante, c'est comment on design ce à quoi les clusters vont devoir ressembler. C'est là où on a, nous, toute cette force, et de le faire de manière homogène sur tout type d'environnement. Et à l'échelle aussi, puisqu'on a l'environnement maximum qu'on a testé en vrai, on avait 10 000 clusters qui tournaient sur une instance de palette. Donc, ça, c'est la partie, le gros avantage aussi qu'on peut faire, c'est qu'on n'a pas vraiment de limite haute
qu'on a atteintes pour l'instant en termes de maximum numbers. Voilà, ça conclut la présentation. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et puis, Sur la partie du coup licensing, là, ça fonctionne comment? alors là, je vais être honnête, je ne sais pas, mais faudrait que je me renseigne. Moi, je reste purement technique et C'est pas du tout comment c'est licencié. Ok. ouais, pour ces licenciés, ça dépend de mémoire, C'est pour tout ce qui touche au bare metal, donc que ce soit la partie edge ou la partie serveur en bare metal, c'est licencié au nœud, donc au nombre de nœuds, Au et worker puis node, du coup? ou voilà, aux worker nodes qui vont être dans un cluster Kubernetes qui va être managé par D'accord. palette. Et pour tous les autres types de cloud, ça va être au kilocore hours. Donc Ouais. c'est expliqué dans la doc de mémoire, mais c'est en gros un cœur sur un worker node Kubernetes va consommer tant et on le licencie de cette manière-là. D'accord. Une autre question? Non, bah si c'est, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions qui vous viennent plus tard sur le Slack ou directement sur LinkedIn. Je serai heureux d'y répondre. Puis merci encore pour d'être venu et de m'avoir écouté. Et puis bonne journée. Merci Romain. Merci. Merci Romain, merci beaucoup. Merci. Salut. Merci Romain. C'est juste que par exemple, Noam est revenu.